Il n'a jamais été question d'amour, n'est-ce pas? La flûte de champagne que je tenais me semblait être une arme que je n'avais pas le droit de manier. Debout dans le Pentouse au sol de marbre, dominant la baie Elliot, j'observais l'élite de Seattle encercler ma fille Julia comme des vautours fondant sur une charogne. L'ironie ne m'échappait certainement pas. Un ancien policier ringard devenu détective privé, entouré des individus mêmes qui, d'ordinaire, traverseraient la rue pour m'éviter. Rick Lawson, eh bien, regardez qui voilà. La voix derrière moi dégoulinait d'un charme forcé. Je me suis retourné pour faire face à Craig DeWitt, le troisième mari de mon ex-femme Melissa, 1,75 m tout entier étriqué dans un costume à $1000 qui ne parvenait pas à dissimuler son ventre bedonnant. Ses cheveux clairsemés étaient plaqués en arrière avec suffisamment de gel pour imperméabiliser un petit navire. « Craig » ai-je répondu, gardant un ton neutre, bien que ma mâchoire se soit serrée involontairement. « Belle fête. Ça a dû te coûter une fortune. » Il a ri, un son comparable à des ongles raclant un tableau noir. L'argent n'est pas un problème quand il s'agit du bonheur de Julia. Bien sûr, tu ne comprendrais pas ce concept, n'est-ce pas? Avant que je puisse formuler une réponse, Melissa s'est matérialisée aux côtés de Craig, ressemblant à un requin parfaitement toiletté. À 40 ans, elle avait subi suffisamment d'interventions esthétiques pour en paraître 35 dans une lumière tamisée. Sa robe coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 3 mois. Rick, a-t-elle salué, son sourire assez acéré pour briser le verre. Je suis surprise que tu sois venu. Je ne savais pas si tu avais reçu l'invitation. Difficile de la manquer quand elle est livrée par un huissier, ai-je rétorqué, mais j'apprécie la touche formelle. La main de Craig a trouvé le creux du dos de Melissa, un geste si possessif qu'il m'a donné mal aux dents. Nous avons pensé qu'il était important pour Julia d'avoir ses 2 pères ici ce soir. Ses 2 pères? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. C'était moi qui avais fait les 100 pas avec elle à 3 heures du matin quand elle souffrait de coliques. C'est moi qui lui avais appris à faire du vélo, qui l'avais aidé à faire ses devoirs et qui avais effrayé les adolescents qui se croyaient assez hommes pour ma petite fille. Mais Craig possédait l'argent, les relations, le Pentouse donnant sur la baie. Où est Julia, ai-je demandé, scrutant la foule de robes de créateurs et de montres Rolex. Elle se mêle à la famille de Brandon, m'a informé Melissa. Les Ashford sont très importants dans le quartier financier. Le père de Brandon possède 3 sociétés d'investissement. Bien sûr. J'ai repéré Julia de l'autre côté de la pièce, rayonnante dans une robe argentée qui la faisait paraître plus âgée que ses 22 ans. Elle riait à quelque chose qu'un homme distingué plus âgé disait, sa bague de fiançailles captant la lumière comme une boule disco miniature. La bague coûtait probablement plus cher que ma voiture ne valait. Elle a l'air heureuse, ai-je déclaré, le pensant sincèrement. Elle l'est, a affirmé Craig. Elle a la stabilité qu'elle mérite. Le genre d'avenir que tu n'aurais jamais pu lui offrir. J'ai senti mes mains se serrer en poing le long de mon corps. Craig l'a remarqué et son sourire s'est élargi. Doucement, doucement, Rick. C'est une célébration. Pas besoin de ce drame de détective dont tu es si friand. Je suis détective privé, ai-je corrigé. Il y a une différence. Vraiment? Le rire de Craig était encore plus désagréable cette fois. D'après ce que j'entends, tu passes la plupart de ton temps à suivre les conjoints infidèles et à signifier des papiers de divorce. Un travail vraiment digne. La foule autour de nous s'était tue, sentant la tension monter. Je pouvais sentir les regards sur nous, les riches mondains tirant du divertissement à regarder le parent pauvre être remis à sa place. Au moins, je travaille pour gagner ma vie, ai-je dit doucement. Le visage de Craig est devenu rouge écarlate. Je te ferai savoir que je gère plus de 50 millions d'investissements de clients. L'argent des autres ne compte pas, Craig, ça suffit. Melissa s'est interposée entre nous, sa voix basse et dangereuse. Rick, il est peut-être temps que tu présentes tes respects à Julia et que tu partes. C'est sa soirée. J'ai regardé au-delà d'eux vers l'endroit où se tenait ma fille, toujours entourée par la famille Ashford. Elle a croisé mon regard et a fait un signe de la main, son sourire sincère et chaleureux. Pendant un bref instant, elle ressemblait à la petite fille qui attendait près de la fenêtre que je rentre de ma tournée de patrouille. Tu as raison, ai-je concédé. C'est sa soirée. Je me suis frayé un chemin à travers la pièce, saluant de la tête les visages familiers du cercle social de Melissa. Ils m'ont rendu mon salut avec le genre de malaise poli réservé aux parents indésirables lors des mariages. J'avais arrêté la moitié de leur mari à un moment ou à un autre, quand je portais un signe.
Papa. Julia m'a jeté ses bras autour du cou, et pendant un moment, le pantouse rempli de crétins prétentieux a disparu. Elle sentait le parfum de vanille qu'elle portait depuis le lycée, mélangé au champagne et au bonheur pur. Et, ma chérie. Tu es magnifique. Merci. Elle s'est reculée, les yeux brillants. Je suis tellement contente que tu sois là. Je n'étais pas sûre. Elle a jeté un coup d'œil vers Craig et Melissa, puis de nouveau vers moi. Enfin, je suis juste contente. Moi aussi. Je lui serrai la main. Alors, il est où, ce fiancé? Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer correctement. Son sourire vacilla une fraction de seconde. Il traîne dans les parages. Sûrement en train de parler affaires avec son père. Elle baissa la voix. Ils font ça souvent. Avant que je puisse en savoir plus, un jeune homme apparut à ses côtés. Brandon Ashford était tout ce que j'avais imaginé. Grand, blond, avec ce sourire assuré qui vient du fait de n'avoir jamais à s'inquiéter d'argent. Sa poignée de main était ferme mais douce, les mains de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail manuel. « Monsieur Lawson, dit-il. J'ai tellement entendu parler de vous. Que de bonnes choses, j'espère. » Son sourire se crispa presque imperceptiblement. Bien sûr. Nous échangeâmes quelques banalités pendant quelques minutes, le genre de conversation polie qui ne révèle rien et ne signifie encore moins. Brandon n'arrêtait pas de regarder son téléphone, et je remarquai que Julia l'observait avec une expression inquiète. « Excusez-moi, dit-il finalement. Je dois répondre à cet appel. » Il s'éloigna sans attendre de réponse, laissant Julia visiblement embarrassée. « Il est sous beaucoup de pression avec l'organisation du mariage, dit-elle rapidement. Et son père le pousse à prendre plus de responsabilités au sein de la firme. » Mouais. Je regardais Brandon disparaître dans le bureau de Craig avec deux autres hommes que je ne reconnaissais pas. « Julia, je peux te demander quelque chose? » Bien sûr. Es-tu heureuse? Vraiment heureuse? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Pendant un instant, elle parut incertaine, plus jeune que son âge. Puis ce moment passa, et son sourire éclatant revint. Je vais me marier, papa. Bien sûr que je suis heureuse. Mais elle évitait mon regard en le disant. Le reste de la soirée se déroula dans un flou de conversations forcées et de commentaires passifs-agressifs. Je sirotais mon champagne et observais la foule, mes instincts de détective se réveillant malgré moi. Il y avait des courants sous-jacents, des tensions sous la surface polie qui me hérissaient le poil. Je remarquai l'assistante de Craig, une brune nommée Tara qui semblait sortir de la couverture d'un magazine, en train de chuchoter avec insistance avec un grand homme dans un costume mal ajusté. L'homme avait l'air d'un homme de main, tout en épaules et en regard suspicieux. Quand il me surprit en train de l'observer, il me fixa avec le genre d'évaluation professionnelle qui fit instinctivement dériver ma main vers l'endroit où mon arme de service avait l'habitude de résider. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me dirigeai vers la sortie, m'arrêtant pour dire au revoir à Julia. Elle était entourée de personnes qui la félicitaient, mais elle s'écarta quand elle me vit approcher. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle. « Il se fait tard, et j'ai du travail demain. » Je l'embrassai sur le front. « Merci de m'avoir invité, ma chérie. Ça signifie beaucoup. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon cœur. Plus que tu ne le sais. » J'étais presque à la porte quand Craig apparut, bloquant mon chemin comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. « Tu nous quittes déjà, Rick ? La fête se termine, il est temps pour la classe ouvrière de rentrer à la maison. » Son sourire était acéré comme une lame de rasoir. « Avant que tu ne partes, je voulais avoir un mot avec toi en privé. » Il me fit signe de le suivre vers son bureau, la même pièce où Brandon avait disparu plus tôt. Je le suivis à l'intérieur, remarquant les meubles en cuir coûteux et le mur de livres de droit qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis qu'ils avaient été achetés au maître. Craig ferma la porte derrière nous et se tourna vers moi, son masque amical finissant par tomber. « Assez de cinéma, Rick. On sait tous les deux pourquoi tu es vraiment ici. Éclaire-moi. » Le fonds fiduciaire de Julia. Celui que sa grand-mère lui a laissé. Il devient accessible quand elle se marie. Je gardai une expression neutre. Et alors? 2 700 000 $. C'est beaucoup d'argent pour une fille qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. C'est une fille intelligente. Elle s'en sortira. Craig rit. Vraiment? Parce que de là où je suis,
on dirait qu'elle est sur le point d'épouser un garçon qui a des habitudes très coûteuses. Le jeu, plus précisément. Mon sang se glaça. De quoi tu parles? Brandon est endetté jusqu'au cou auprès de personnes très désagréables. Le genre qui casse des jambes quand ils ne sont pas payés. Son père a couvert ses dettes, mais il y a des limites à ce que même un homme riche peut faire. Et tu penses qu'il épouse Julia pour son argent? Je ne pense rien. Je le sais. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? J'étudiais son visage, cherchant l'astuce. Avec Craig, il y avait toujours une astuce. Pourquoi tu me dis ça? Parce que malgré ce que tu peux penser, je me soucie de Julia. Elle a été bonne avec moi, et je ne veux pas qu'elle souffre. C'est bien noble de ta part. Son masque tomba un peu plus. Il y a une autre raison pour laquelle je ne t'aime pas, Rick. Je ne t'ai jamais aimé. Tu te promènes avec cette attitude moralisatrice, comme si tu étais meilleur que nous parce que tu portais un insigne. Mais tu n'es qu'un raté de plus qui n'a pas réussi à garder sa famille. Il y a un intérêt à cette diffamation? L'intérêt est que je veux que tu partes. Hors de la vie de Julia, hors de la vie de Melissa, hors de nos vies complètement. Et je pense que le petit problème de Brandon pourrait bien être l'excuse dont nous avons besoin. J'ai senti les pièces du puzzle s'emboîter. Tu vas me faire accuser de quelque chose. T'accuser? Rick, tu es un détective privé avec des antécédents de violence et un problème d'alcool. Quand les dettes de jeu de Brandon le rattraperont et qu'il arrivera quelque chose de malheureux, qui crois-tu que la police regardera en premier? Le beau-père aimant qui n'a fait que le soutenir, ou l'ex-flic aigri avec une rancune? Espèce d'enfoiré. Allons, allons, pas besoin d'insulter. Je ne fais que souligner la réalité de la situation. Julia n'a plus besoin de ta présence, Rick. Aucun de nous n'en a besoin. Il est temps que tu t'y fasses et que tu avances. J'ai ressenti une envie irrésistible de le frapper. Chaque instinct en moi réclamait d'effacer ce sourire suffisant de son visage avec mon poing, mais j'ai reconnu que c'était précisément son objectif, une accusation de voie de fait, et je serais banni de la vie de Julia pour toujours. Au lieu de cela, j'ai esquissé un sourire. Tu sais quoi, Craig? Tu as tout à fait raison. Son sourire a vacillé. Il s'attendait à de la colère, des menaces, peut-être même de la violence physique. Il n'était pas préparé à l'acquiescement. C'est ça. Absolument. Julia est une femme adulte. Elle a la capacité de prendre ses propres décisions, de faire ses propres erreurs. Et si elle souhaite épouser un joueur invétéré qui en veut à sa fortune, c'est son droit. Moi. Oui, précisément. Mais voici le point saillant concernant le métier de détective privé, Craig. On acquiert la capacité de discerner les schémas. Et le schéma que j'observe ici est celui d'un homme qui est extrêmement désireux d'éliminer la seule personne qui pourrait poser des questions gênantes. Son visage est devenu cendré. Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Je constate un fait. Tu veux mon départ parce que tu sais que je découvrirai quel est le complot que tu es en train d'orchestrer. La question qui reste est, que cherches-tu vraiment? Parce que je ne crois pas du tout que ce soit pour protéger Julia. Tu fais preuve de paranoïa. Peut-être. Cependant, je suis aussi exceptionnellement bon dans mon travail. J'ai avancé vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné. Oh, et Craig, s'il arrivait quoi que ce soit à ma fille, quoi que ce soit, je réduirais ton existence entière en cendres. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse solennelle. Je suis parti, le laissant là, le visage blême de rage et avec une pointe de ce qui aurait pu être de la crainte. Le lendemain matin m'a assailli comme une gueule de bois, sans le plaisir de l'ivresse auparavant. J'étais assis dans mon bureau exigu, situé au-dessus d'un restaurant chinois dans l'International District, à regarder l'accumulation de factures sur mon bureau et à essayer de dissiper le sentiment que j'étais entré sans le savoir dans un piège. La veille au soir, ma partenaire, Chloé Martinez, a frappé à l'encadrement de la porte avant d'entrer. Elle avait 35 ans, était affûtée comme un rasoir et était la meilleure enquêtrice avec laquelle j'avais jamais collaboré. Elle avait quitté le Federal Bureau of Investigation après qu'une affaire ait mal tourné, et nous étions partenaires depuis 3 ans. Tu as l'air affreux, remarqua-t-elle en s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Je me sens encore plus mal. Du café, s'il te plaît. Elle a accepté la tasse que j'ai distribuée de la vieille cafetière qui était fournie avec le bureau. Alors, comment était cette réunion mondaine?
À peu près aussi agréable qu'un traitement de canal. Je lui ai fourni les détails de la conversation avec Craig, observant son expression devenir de plus en plus grave au fur et à mesure que je parlais. Alors, permets-moi de m'assurer que je comprends bien, a-t-elle déclaré une fois que j'ai eu terminé. Le mari de ton ex-femme prétend que le fiancé de ta fille est un joueur invétéré, puis te menace de t'accuser d'une infraction, tout en insistant sur le fait qu'il essaie de protéger Julia. Ça résume bien l'essentiel. Et ton intuition te dit. Mon intuition me dit que c'est Craig dont nous devrions nous méfier, pas Brandon. Cependant, j'ai besoin de preuves. Chloé s'est adossée à sa chaise, en train de réfléchir. Quelles informations as-tu sur l'entreprise de Craig? Il se présente comme un conseiller en investissement, a un bureau au centre-ville, conduit une Porsche et vit dans un Penthouse. Au-delà de ça, pas grand-chose. Tu veux que je fasse une enquête sur ses antécédents? J'en ai déjà lancé une ce matin. J'ai récupéré le dossier sur mon ordinateur. Craig DeWitt, 38 ans, originaire de Portland. A déménagé à Seattle il y a 5 ans, à peu près en même temps qu'il a rencontré Melissa. Pas d'antécédents criminels, un crédit impeccable. Membre du country club. Excessivement propre. C'est ce que je pensais. L'individu surgit de nulle part avec suffisamment de capital pour impressionner mon ex-femme. Et elle n'est pas facile à impressionner en ce qui concerne les comptes en banque. Mon téléphone vibra. Un SMS de Julia. Pouvons-nous déjeuner ensemble aujourd'hui? J'ai besoin de parler. Je présentai le message à Chloé. Elle haussa un sourcil. La discorde au paradis? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je retrouvai Julia dans un café modeste de Capitol Hill, situé loin du quartier financier, où elle risquait de croiser Brandon ou les siens. Elle semblait fatiguée, plus âgée que la veille au soir. La bague de fiançailles capturait la lumière de l'après-midi, mais elle la faisait tourner sans cesse autour de son doigt, comme si elle n'était pas tout à fait à sa place. Merci de m'avoir rencontré, père. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit? Elle remua son café sans le boire, rassemblant ses pensées. Hier soir, après ton départ, Brandon et moi avons eu une dispute. À propos de quoi? De toi, en fait. Il a prononcé certaines paroles. Elle s'interrompit, puis leva les yeux vers moi, avec des yeux qui évoquaient ceux de sa mère, en particulier, la version agréable de sa mère d'avant que le divorce ne devienne acrimonieux. Quelle sorte de paroles? Il a affirmé que tu étais problématique. Que tu avais posé des questions sur sa lignée, que tu avais fouillé dans leurs activités commerciales. Il était vraiment furieux, père. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Intéressant. Je n'avais encore posé aucune question sur les Ashford, mais Brandon adoptait déjà une posture défensive. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu es mon père et que tu t'inquiètes pour moi. Cependant, il a dit. Elle hésita. Il a dit que si tu ne cessais pas, il pourrait y avoir des répercussions. Quelle sorte de répercussions? Il est resté silencieux. Cependant, Craig était présent, et il parlait comme s'ils en avaient déjà délibéré auparavant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler en une image qui me déplaisait. Julia, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Es-tu heureuse avec Brandon? Vraiment heureuse? Elle resta silencieuse pendant un long moment. Je croyais l'être. Il est charmant, prospère, il incarne tout ce que je pensais désirer. Cependant, ces derniers temps, il est différent, il est stressé à cause de l'argent et se met en colère pour des choses qui semblent insignifiantes. Et il passe beaucoup de temps avec Craig. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont ces conversations privées, soi-disant au sujet d'affaires, selon Brandon. Mais j'ai l'impression que c'est plus que ça, comme s'il complotait quelque chose. Mon instinct de détective s'agitait. Maintenant, Julia, je t'en prie, sois prudente avec tous les deux. Si tu te sens en danger à un moment ou à un autre. Père, tu me fais peur. Tant mieux. Peut-être que tu devrais avoir peur. Ce soir-là, j'étais assis dans ma voiture devant l'immeuble des bureaux de Craig, observant les employés tardifs sortir dans la bruine de Seattle. Sa Porsche était toujours dans le parking, donc je savais qu'il était encore à l'intérieur. À 8h30, il finit par apparaître. Mais il n'était pas seul. Brandon était en sa compagnie, ainsi que le colosse que j'avais vu à la réception. Ils se sont rendus dans un bar de Belltown,
le genre d'établissement où les boissons coûtent 20 $ et où la clientèle porte des costumes qui valent plus que la plupart des voitures des gens. Je les ai suivis à distance, me garant de l'autre côté de la rue, d'où je pouvais surveiller l'entrée. À travers la fenêtre, je pouvais les voir à une table d'angle, leur tête proche dans une conversation animée. Le colosse, dont j'avais appris le nom, Vince, grâce à une vérification rapide des antécédents, était assis dos au mur, ses yeux scrutant sans cesse la pièce. Je réfléchissais à mes options lorsque mon téléphone émit un signal sonore. « J'ai trouvé quelque chose sur ton protégé, Craig, dit-elle sans préambule. Je t'écoute. Son entreprise d'investissement est enregistrée, bien qu'avec seulement 3 employés au total, y compris lui-même. Mais voici le plus intéressant. Il a transféré des sommes considérables d'argent au cours des 6 derniers mois. Des transferts vers des paradis fiscaux, des sociétés écrans, toute la panoplie. Quelle ampleur ont ces sommes? C'est difficile à quantifier précisément, mais on parle de millions. Eric, certaines de ces sociétés écrans sont enregistrées au nom de Brandon Ashford. L'image devenait de plus en plus claire et répugnante à chaque instant. Ils travaillent ensemble. Il semble que oui. Mais ensemble à quoi? J'observais Craig se pencher en arrière sur sa chaise, riant de quelque chose que Brandon avait dit. Je suppose qu'il vise le fonds fiduciaire de Julia, avec l'intention de le détourner. Par quel mécanisme? Élémentaire. Brandon épouse Julia, accède à ses actifs, puis lui et Craig les font disparaître par le biais de leurs sociétés écrans. Au moment où quiconque se rend compte de ce qui s'est passé, les fonds se sont volatilisés, et eux aussi. Et Julia? J'ai repensé au visage de ma fille cet après-midi-là, à l'appréhension et à la perplexité qui se lisaient dans ses yeux. Je ne crois pas qu'ils aient l'intention de la garder auprès d'eux longtemps après la noce. Le lendemain matin, j'étais assis à mon bureau très tôt, essayant de déterminer ma prochaine action, quand la porte de mon bureau a explosé vers l'intérieur. Vince se tenait dans l'encadrement comme une montagne de mauvaises intentions, son costume tendu sur des épaules qui auraient plus leur place dans une salle de sport que dans une salle de conférence. « Monsieur Lawson, dit-il, sa voix ressemblant à du gravier dans une bétonnière. Monsieur DeWitt souhaiterait s'entretenir avec vous. Dites à Monsieur DeWitt de prendre rendez-vous. » Vince sourit, dévoilant des dents qui avaient connu des décennies plus favorables. « Il vous attend en bas. Il vous suggère de ne pas le faire attendre. » Je pouvais apercevoir la forme d'un holster sous sa veste. Non pas que j'étais particulièrement intimidé. J'avais affronté des individus plus redoutables et malveillants durant ma carrière d'officier de police. Cependant, j'étais curieux de savoir ce que Craig désirait avec suffisamment d'ardeur pour envoyer son gorille personnel me chercher. Ouvrez la marche. Craig était assis à l'arrière d'une Lincoln Town Car noire, ressemblant à un chef mafieux sorti d'un film de série B. Il me fit signe de monter. « Rick, je suis ravi que vous vous joigniez à moi. J'ignorais que j'avais le choix. » Vous avez toujours le choix. La question est de savoir si vous faites des choix judicieux ou imprudents. Vince s'installa à l'avant, et le chauffeur s'engagea dans la circulation. J'observais que nous nous dirigions vers le front de mer. Où allons-nous? Nulle part de spécial. J'ai simplement pensé que nous devrions avoir une conversation privée, loin des regards indiscrets et des appareils d'enregistrement. Je ne suis pas équipé d'un micro, si c'est ce qui vous inquiète. Bien sûr que non. Cependant, vous êtes un détective privé, et les détectives privés ont une propension à documenter les événements. Je préfère les conversations qui restent des conversations. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs minutes, la ville défilant derrière les vitres teintées. Finalement, Craig reprit la parole. On m'a informé que vous posiez des questions concernant mes activités commerciales. C'est mon métier. En effet, mais, dans ce cas précis, c'est ce que vous devez cesser de faire. Où que se passera-t-il? Craig sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Vous savez, Rick, Seattle peut être une ville dangereuse. Elle regorge de criminalité, particulièrement dans les quartiers où les détectives privés ont tendance à opérer. Ce serait un malheur si quelque chose vous arrivait. Vous me menacez, Craig? Je vous dis des vérités. Les personnes qui exercent votre profession rencontrent des risques professionnels. Parfois, ces risques les rattrapent. La voiture s'était arrêtée sur un quai surplombant Elliott Bay. À travers le pare-brise, je pouvais apercevoir l'eau sombre clapotant contre les piliers. Extrêmement atmosphérique, extrêmement intimidant et extrêmement amateur. Laissez-moi vous dire une chose, Craig.
J'ai été menacé par des individus d'un calibre bien supérieur au vôtre, et ils sont maintenant soit décédés, soit incarcérés. Si vous voulez jouer à des jeux, c'est votre prérogative. Cependant, comprenez que je suis extrêmement doué pour ce genre de distraction. Son sourire disparut alors. Ce n'est pas un jeu, Rick. Il s'agit de famille. De la famille de Julia. Et vous n'en faites plus partie. Julia pourrait ne pas être d'accord sur ce point. Julia est jeune. Elle s'en remettra. Particulièrement avec Brandon à ses côtés pour lui offrir du réconfort. À propos de Brandon, dis-je. Vous avez choisi des associés plutôt intéressants. Dites-moi, l'histoire de la dette de jeu était-elle censée me tromper, ou êtes-vous réellement à ce point dépourvu d'imagination? Le visage de Craig passa du blanc au rouge. J'ignore ce que vous croyez savoir. Je suis au courant de votre plan visant à détourner le fonds fiduciaire de ma fille. Je sais que Brandon est complice, et je sais également que vous manquez tous les deux de l'intelligence nécessaire pour mener à bien ce projet sans vous faire prendre. Pour l'instant, vous ne pouvez rien prouver. La déclaration flottait dans l'air entre nous, comme une lame. Craig me fixa longuement, puis fit un signe de tête à Vince. Ramenez-le à son bureau. C'est tout, demandai-je. Pas de chaussures en béton, pas de cours de natation? Je suis déçu, Craig. J'attendais plus d'un cerveau criminel. Ceci constitue votre dernier avertissement, Rick. Restez loin de Julia, restez loin de Brandon, restez loin de mes affaires, ou notre prochaine conversation sera très différente. Je l'attends avec impatience. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable, rappelant les instants qui précèdent une tempête. Je persistais à fouiller les affaires de Craig, traquant les documents et les relevés financiers qui semblaient mener à la fois nulle part et partout. Chloé fit jouer ses contacts au sein du Bureau fédéral d'investigation, s'efforçant d'obtenir des informations supplémentaires concernant les comptes offshore. Pendant ce temps, Julia téléphonait quotidiennement, sa voix trahissant une angoisse croissante à chaque échange. Elle se confia, révélant que Brandon était devenu de plus en plus contrôlant, l'interrogeant sur nos discussions et insistant pour qu'elle coupe tout contact avec moi. Il prétend que tu essaies de saboter notre relation, me confia-t-elle lors d'un appel, ajoutant que tu ne supportes pas de voir mon bonheur. Qu'en penses-tu? Un long silence suivit. Je crois que je ne sais plus quoi penser. C'est à ce moment précis que je décidai d'abandonner la subtilité. J'avais gardé le contact avec plusieurs personnes de mon époque dans les forces de l'ordre, et l'une d'entre elles m'était redevable. Le sergent détective Mike Duval avait été mon partenaire pendant 2 ans avant ma promotion au poste de détective. Il se caractérisait par son honnêteté, sa méticulosité et un sain scepticisme envers les individus fortunés qui vivaient au-dessus de leurs moyens aux dépens des autres. « Vous voulez que je fasse quoi, exactement » demanda-t-il en entendant ma requête. « Simplement une vérification de bien-être. » Julia Lawson. Bientôt Julia Ashford. Je suis inquiet pour sa sécurité. Sur quelle base? Sur le fait que son fiancé est impliqué dans une escroquerie financière avec le mari de mon ex-femme. Et tous deux ont clairement exprimé leur désir de me voir disparaître définitivement. Mike se renversa sur sa chaise, m'examinant avec le regard perspicace d'un policier. Avez-vous des preuves de cette escroquerie? J'y travaille. Alors accélérez vos efforts. Je ne peux pas obtenir de mandat sur la seule base de votre intuition, Rick, aussi fiable elle était autrefois. Je ne demande pas de mandat. Je demande que vous frappiez à une porte et que vous vous assuriez que ma fille est saine et sauve. Et si elle l'est, alors je saurai qu'elle l'est. Et si elle ne l'est pas? Alors vous aurez une cause probable pour ce mandat. Mike marqua une pause, contemplant la question. Vous êtes conscient que si vous vous trompez dans cette évaluation, cela passera pour du harcèlement. Les riches ont des avocats, Rick. D'excellents avocats. J'en suis conscient. Et si vous avez raison, et que ces individus sont aussi dangereux que vous le soupçonnez, une vérification de bien-être pourrait simplement exacerber la situation. J'en suis conscient également. Il soupira. Quelle est l'adresse? 2 heures plus tard, Mike me contacta. Votre fille est saine et sauve, Rick. Bien qu'ébranlée, elle est saine et sauve. Ébranlée de quelle manière? Il semble que son fiancé n'ait pas apprécié la présence des forces de l'ordre à sa résidence. Il s'est montré belliqueux et a commencé à proférer des menaces. Il a été nécessaire de le calmer. Quel type de menaces? Les déclarations habituelles des gens fortunés.
Des avocats, des litiges, contacter le maire. Cependant, il y a un détail intéressant. Pendant que j'étais présent, j'ai observé certaines choses. Quel type de choses? Le type de choses qui piquent la curiosité d'un policier. Des appareils électroniques extravagants, une quantité d'argent supérieure à ce que la plupart des gens gardent facilement à portée de main, et un jeune homme visiblement anxieux qui vérifiait continuellement son téléphone portable à intervalles de 30 secondes. Anxieux de quelle manière? Comme s'il anticipait de mauvaises nouvelles ou des visiteurs indésirables. Je ressentis une sensation de froid dans le dos. Mike, je soupçonne que Julia est en véritable danger. Sur quelle base? Un fiancé anxieux et quelques biens extravagants. Sur le fait que Craig DeWitt a fait enlever hier mes hommes de main et m'a transporté sur le front de mer pour une discussion cordiale concernant mon abstinence de ses affaires. Il y eut une longue pause. Pourquoi ne m'avez-vous pas révélé cela plus tôt? Parce que j'espérais pouvoir gérer la situation sans impliquer le service. Cependant, je crois que cette affaire est d'une ampleur plus grande que je ne l'avais initialement estimée. De quelle ampleur? Je racontais les comptes offshore, les sociétés écrans, le fonds fiduciaire. À la fin de mon récit, Mike resta silencieux pendant un long moment. Savez-vous à quoi cela ressemble, Rick? À du blanchiment d'argent. Du blanchiment d'argent. Ce qui implique que nous ne parlons peut-être pas d'un simple vol. Nous parlons peut-être de crime organisé. Les éléments constitutifs se sont assemblés avec un déclic presque audible. Craig ne se contentait pas de voler le fonds fiduciaire de Julia. Il l'utilisait pour blanchir des fonds illicites. Et Brandon n'était pas simplement indépendant au jeu. Il était un homme de paille. Une façade respectable pour une entreprise profondément malhonnête. Mike, j'ai besoin de ce mandat. Je vais voir ce que je peux faire. Mais Rick, sois prudent. Si ces individus sont liés au crime organisé, ils n'hésiteront pas à éliminer les obstacles. Définitivement. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, une bière à la main, tentant de déterminer la marche à suivre, quand on frappa à ma porte. C'était Julia, et elle semblait bouleversée. Ses yeux étaient rougis par les pleurs, et il y avait une contusion sur son poignet gauche, qu'elle essayait de dissimuler sous sa manche. Bon Dieu, Julia, que s'est-il passé? Puis-je entrer, s'il te plaît? Je me suis écarté et elle s'est effondrée sur mon canapé, ressemblant à une marionnette dont les fils ont été coupés. Brandon et moi avons eu une autre altercation, révéla-t-elle. Une violente. À propos de quoi? À propos de toi. À propos de la présence policière plus tôt aujourd'hui. Il était furieux, papa. Il a affirmé que tu essayais de ruiner son existence et que si tu ne cessais pas, il ferait en sorte que tu le regrettes. T'a-t-il fait du mal? Elle baissa davantage sa manche. C'était involontaire. Il était juste en colère. Julia, regarde-moi. Je me suis assis à côté d'elle, gardant un ton doux. Les hommes qui t'aiment ne te font pas de mal. Même quand ils sont en colère? Surtout quand ils sont en colère. Il s'est excusé. J'en suis certain. Ils le font toujours. Elle se mit alors à pleurer, avec des sanglots profonds qui convulsaient tout son corps. Je la pris dans mes bras comme je le faisais quand elle était enfant et qu'elle faisait des cauchemars, me sentant à la fois impuissant et enragé. Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle. Je l'aime, mais j'ai peur de lui. Et Craig continue d'affirmer que tu es le problème, que tout était harmonieux jusqu'à ce que tu commences à t'en mêler. Julia, il faut que tu m'écoutes très attentivement. Brandon et Craig sont impliqués dans quelque chose d'illégal, quelque chose de dangereux, et je crois qu'ils prévoient d'utiliser ton fonds fiduciaire pour le financer. Elle recula, me fixant avec des yeux écarquillés. De quoi parles-tu? Je lui ai tout révélé. Les comptes offshore, les sociétés écrans, les menaces. Quand j'eus fini, elle était pâle mais ne pleurait plus. En es-tu certain? J'en suis certain. La question est, qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Elle resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant. Finalement, elle leva les yeux vers moi, son visage arborant une expression que je reconnaissais de son enfance, la même qu'elle portait quand elle avait décidé d'affronter le tyran de la cour de récréation qui harcelait son amie la plus proche. Je veux aider, déclara-t-elle. Dis-moi quoi faire. Premièrement, tu resteras ici ce soir. Demain, nous irons ensemble au poste de police, et tu raconteras tout ce que tu sais sur les affaires de Brandon avec Craig. Et s'il ne nous croit pas?
Ils nous croiront. J'ai des amis dans la police, et nous avons des preuves. Peut-être pas assez pour obtenir une condamnation, mais assez pour attirer leur attention. Et ensuite? Ensuite, nous laissons les professionnels s'en occuper. Mais même en prononçant ces mots, je savais que ce ne serait pas aussi simple. Craig et Brandon avaient trop investi dans leur plan pour simplement y renoncer. Et les individus de cette nature n'abandonnent pas sans se battre. J'avais raison. Le lendemain matin, Julia et moi nous préparions à partir pour le poste de police lorsque mon téléphone portable sonna. C'était Chloé, et elle avait l'air alarmée. « Rick, tu dois venir ici immédiatement. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Quelqu'un a vandalisé le bureau. »« Je veux dire, vraiment vandalisé. Ordinateur détruit, dossiers éparpillés, tout le bazar. »« Eric, il y a un message peint à la bombe sur le mur. »« Qu'est-ce qu'il dit ? » ?»« Dernier avertissement. » J'ai jeté un coup d'œil à Julia, qui était redevenue pâle. Changement de programme, l'informai-je. Nous allons immédiatement au poste de police. Mais à notre arrivée, Mike Duval avait des nouvelles qui changeaient tout. Craig DeWitt a disparu, annonça-t-il. Il a disparu dans le courant de la nuit dernière. Son bureau a été vidé, ses comptes sont vidés, son pantouse est mis en vente. Et Brandon ? Disparu lui aussi. Il a laissé un mot à Julia, disant que le mariage était annulé et exprimant ses regrets. Julia s'effondra sur une chaise, paraissant abasourdie. Ils sont juste partis. Il semble qu'ils se soient enfuis avec l'argent. Je sentis une vague de rage monter en moi, menaçant d'engloutir tout sur son passage. Combien ont-ils pris ? Il est difficile de le déterminer avec précision, mais les premières estimations suggèrent une somme d'environ 5 millions de dollars. Le fonds fiduciaire de Julia. Plus les fonds de nombreux autres investisseurs. D'autres investisseurs ? Il s'avère que votre connaissance Craig exploitait un système de Ponzi classique. Les fonds de Julia n'étaient que la dernière injection de capital dont il avait besoin pour empêcher tout l'édifice de s'effondrer. Julia leva les yeux et croisa mon regard, les pupilles embuées de larmes. Je suis tellement désolé, papa. Tu as essayé de me prévenir, et je n'ai pas écouté tes conseils. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Ces individus sont des professionnels. Ils ont probablement déjà fait ça auparavant. Mike s'éclaircit la gorge. En fait, à ce sujet. Nous avons passé les empreintes de Craig au système, et devinez quoi ? Craig DeWitt n'existe pas. Le véritable Craig DeWitt est mort dans un accident de voiture à Portland il y a 6 ans. Votre ami a volé son identité. Alors, qui est-il vraiment ? On essaie encore de comprendre. Mais quel qu'il soit, il excelle dans ce domaine. Remarquablement même. Je me suis levé, puis j'ai commencé à arpenter la pièce en direction de la fenêtre. Dehors, Seattle continuait son rythme quotidien, ignorant que la vie de ma fille venait d'être brisée par un homme qui semblait ne même pas exister. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, ai-je déclaré. Une façon de les retrouver. Nous nous efforçons de faire justement ça, Rick, fut la réponse. Mais ces individus avaient une avance considérable, couplée à des ressources financières importantes. À l'heure qu'il est, il pourrait être n'importe où. C'est alors que Julia intervint, d'une voix douce, mais résolue. Peut-être pas n'importe où. Nous nous sommes tous les deux tournés pour la regarder. Brandon a mentionné quelque chose une fois, après avoir bu. Il a dit que Craig possédait une propriété dans les îles Caïmans. Un plan de secours, comme il l'appelait. Mike et moi avons échangé un regard. Tu crois qu'ils y sont allés ? Je pense que c'est plausible, déclara Brandon. Craig était excessivement paranoïaque à l'idée de conserver une voie de sortie, un endroit où il pourrait disparaître si les choses tournaient mal. Mike était déjà en train de chercher son téléphone portable. Je vais contacter le FBI. S'ils ont franchi les frontières internationales avec des fonds détournés, cela devient une affaire fédérale. Cependant, mon esprit était préoccupé par autre chose, une pensée qui me taraudait depuis le début de cette histoire. Julia, commençai-je, quand Brandon a-t-il mentionné cet endroit au Caïman pour la première fois ? Elle marqua une pause, réfléchissant. Il y a quelques mois. Pourquoi ? Parce que si Craig orchestre ça depuis des mois, alors tout ce qui s'est passé, les fiançailles, la célébration, même les menaces, tout a été méticuleusement planifié. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire qu'il voulait que je sois impliqué.
Ils voulaient ma participation à l'enquête, pour provoquer des ennuis, pour leur fournir une justification pour disparaître. J'ai joué directement dans leur stratégie. La réalisation me frappa avec la force d'un coup physique. J'avais été tellement concentré sur la protection de Julia que je n'avais jamais envisagé la possibilité que mon enquête soit précisément ce que Craig et Brandon avaient prévu. Ils avaient exploité mon amour paternel, me transformant en participant involontaire à leur fuite. Néanmoins, si tel était bien le cas, ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient sous-estimé les efforts qu'un père déploierait pour protéger son enfant. 3 jours plus tard, j'étais à bord d'un avion à destination de Grand Cayman, muni d'un visa de tourisme et d'une soif de justice dévorante qui menaçait de tout détruire sur son passage. Le FBI explorait toutes les pistes possibles, ce qui, en langage gouvernemental, signifiait « ne retenez pas votre souffle ». Mais je possédais des avantages qu'ils n'avaient pas. Je comprenais la psychologie de Craig. Je comprenais son arrogance, et j'étais prêt à agir en dehors des limites de la police fédérale. Chloé avait exprimé le désir de m'accompagner, mais il fallait que quelqu'un reste derrière pour coordonner avec les autorités. Plus important encore, il fallait que quelqu'un garde un œil sur Julia, qui résidait dans mon appartement, essayant de reconstruire sa vie. « Tu es sûr de ça ?» avait demandé Chloé à l'aéroport. « Non, mais j'y vais quand même. »« Et si tu les trouves ? Alors ils regretteront de ne pas être restés à Seattle. » Grand Cayman était exactement comme je l'avais imaginé. Des eaux turquoises cristallines, des plages de sable blanc immaculé et une abondance d'institutions bancaires offshore capables de blanchir le produit intérieur brut d'une petite nation. Il faisait également très chaud, lourdement humide et grouillant de touristes fortunés qui ressemblaient étonnamment au genre d'individus avec lesquels Craig se fondrait facilement. J'avais réservé une chambre dans un hôtel de milieu de gamme et j'ai consacré ma première journée à me familiariser avec les environs. L'île n'était pas particulièrement étendue, mais elle offrait une grande variété de complexes hôteliers haut de gamme et de communautés privées isolées dans lesquelles 2 hommes avec des millions détournés pouvaient se cacher efficacement. J'avais besoin d'une stratégie qui n'implique pas de frapper à toutes les portes des îles Caïmans. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que Julia avait mentionné, le penchant de Brandon pour l'alcool. Les jeunes hommes fortunés, accablés par une conscience coupable et un excès de richesse, avaient tendance à fréquenter les bars opulents où ils pouvaient consommer des alcools de luxe et feindre que leur problème n'existait pas. J'ai commencé ma recherche dans les bars d'hôtels des complexes les plus exclusifs, sirotant des boissons coûteuses et gardant une observation vigilante. Le 2e soir, j'ai touché le jackpot dans un établissement connu sous le nom de Reef Club, un bar haut de gamme relié à un complexe hôtelier qui s'adressait à ceux qui considéraient qu'un tarif de chambre de $1000 par nuit était justifié. Brandon était assis à l'extrémité du bar, ivre et parlant bruyamment à quiconque se trouvait à portée de voix. Il avait l'air négligé, ébouriffé et vêtu de vêtements froissés, dégageant une sorte de désespoir qui découlait d'une consommation excessive d'alcool et d'un manque de sommeil. J'ai commandé un verre et me suis installé pour écouter. Toute l'entreprise était censée être simple, confiait-il au barman, qui hochait la tête avec la patience exercée de quelqu'un payé pour écouter les malheurs des individus fortunés. Se marier, accéder aux fonds en fiducie, transférer les fonds proprement et facilement. Mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Le barman a demandé l'aide de son père. Ce fichu détective privé a refusé de céder. Il a persisté à creuser, à poser des questions et à rendre Craig appréhensif. Brandon prit une autre gorgée de son whisky. Craig a décidé que nous devions accélérer le calendrier, partir avant que les autorités ne découvrent ce qui se tramait. Et maintenant ? Maintenant, nous sommes bloqués ici pendant que Craig élabore la prochaine étape. Mais je commence à soupçonner qu'il n'y a pas de prochaine étape. Je crois que nous sommes dans une situation désespérée. J'avais glané suffisamment d'informations. J'ai réglé ma note et suivi Brandon lorsqu'il est sorti du bar en titubant environ 20 minutes plus tard. Il logeait au complexe hôtelier, ce qui était logique. Si l'on a l'intention de se cacher, autant le faire confortablement. Je l'ai observé alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, notant son numéro de chambre lorsqu'il est descendu au 7e étage. Par la suite, je suis retourné à mon hôtel pour élaborer ma prochaine manœuvre. Le lendemain matin, je l'attendais dans le hall lorsque Brandon est descendu pour le petit déjeuner. Il semblait légèrement amélioré, s'étant douché et rasé, et était vêtu de vêtements propres, mais je pouvais discerner l'appréhension dans ses yeux. Il vérifiait constamment son téléphone portable et regardait par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que des ennuis se matérialisent à tout moment. Ses craintes n'étaient pas infondées. Je l'ai suivi jusqu'à un petit café situé près de la plage,
où il a commandé du café et des œufs qu'il n'a pas consommés. Après environ 20 minutes passées à pousser de la nourriture dans son assiette sans but, il a entamé un appel téléphonique. « C'est moi », commença-t-il, sa voix portant dans l'ambiance tranquille du matin. « Nous devons discuter. Je ne peux plus endurer ça. » Je ne pouvais pas discerner la réponse de l'autre partie, mais je pouvais observer le teint de Brandon devenir de plus en plus pâle à chaque seconde qui passait. « Je me fiche de ce que tu as dit précédemment, » poursuivit-il. « C'est terminé. J'exige ma part des fonds, et ensuite, j'en ai fini. » Un autre silence s'ensuivit. Puis le visage de Brandon devint cendré. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura-t-il. Nous avions un accord. L'appel se termina, et Brandon resta fixé sur son téléphone portable pendant un long moment. Puis, il jeta quelques billets sur la table et se dirigea précipitamment vers la plage. J'ai suivi à distance, observant alors qu'il se dirigeait vers une étendue de sable isolé. Quelques instants plus tard, un véhicule utilitaire sport noir s'arrêta et Craig en sortit. Même à une distance de 100 mètres, je pouvais percevoir la tension entre eux. Craig gesticulait avec animation, tandis que Brandon se tenait les bras croisés, secouant la tête. Leur voix montait en volume, mais je ne pouvais pas déchiffrer les mots au milieu du bruit des vagues. Puis, Craig sortit une arme. Ce n'était pas une arme particulièrement grosse, ressemblant à un revolver à canon court de calibre .38, mais elle était sans équivoque pointée sur la poitrine de Brandon. Brandon leva les mains, reculant lentement. Ils conversèrent pendant une autre minute, puis Craig fit signe vers le véhicule utilitaire sport. Brandon monta à contre-cœur sur le siège passager, et ils s'éloignèrent. J'ai couru jusqu'au café et hélé un taxi, poursuivant le véhicule utilitaire sport alors qu'il empruntait les étroites artères de l'île. Nous sommes finalement arrivés à une marina privée à la périphérie nord de l'île, où Craig et Brandon ont embarqué à bord d'un yacht blanc élégant qui coûtait probablement plus que la maison de la personne moyenne. « Voulez-vous que j'attende » demanda le chauffeur de taxi. « Non, merci. » J'ai regardé le yacht quitter le quai, mettant le cap sur la mer des Caraïbes. N'ayant pas de navire à moi, je n'avais d'autre choix que de les regarder disparaître dans l'horizon bleu. Cependant, j'avais acquis une information précieuse. Craig et Brandon rencontraient des difficultés, et les difficultés présentaient des opportunités. J'ai consacré le reste de la journée à poser des questions à la marina, feignant de m'intéresser à la pêche en charter. La plupart des gens étaient serviables, mais pas vraiment, si cela a du sens. Oui, ils avaient observé le yacht. Non, ils ne savaient pas à qui il appartenait. Oui, il arrivait et partait régulièrement. Non, ils ne connaissaient pas sa destination. Cependant, un vieux monsieur qui tenait une boutique d'appât était plus observateur que les autres. Ce bateau appartient à un type. Il se fait appeler Charles Davison, m'a-t-il informé. Il vient ici depuis environ 6 mois. Toujours accompagné de jeunes hommes différents. Il paie en espèces, reste discret et donne de généreux pourboires. Charles Davison, ou C.D., ou Craig DeWitt. Pas particulièrement imaginatif, mais après tout, les criminels le sont rarement. Savez-vous où il loge? Une grande maison à 7 Mile Beach. Il l'a louée pour 1 an, à payer d'avance. Il doit plutôt bien gagner sa vie. Dans quel secteur travaille-t-il? Le vieil homme haussa les épaules. Il prétend travailler dans les investissements. Mais entre vous et moi, j'ai déjà rencontré ce genre de personnes. De l'argent qui s'acquiert trop facilement et se dissipe trop rapidement, si vous voyez ce que je veux dire. Je voyais parfaitement ce qu'il voulait dire. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à 7 Mile Beach et j'ai trouvé la maison. C'était exactement comme je l'avais imaginé, une vaste demeure moderne avec des baies vitrées, une piscine à débordement et une abondance de caméras de sécurité suffisantes pour filmer un film. Le yacht était amarré à un quai privé, ce qui indiquait que Craig et Brandon étaient chez eux. Je me suis garé en bas de la plage et me suis installé pour observer, essayant de déterminer la meilleure façon d'aborder la situation. Je pouvais contacter la police locale, mais je ne savais pas dans quelle mesure la richesse de Craig pouvait les avoir influencés. Je pouvais contacter le FBI, mais au moment où ils arriveraient, Craig et Brandon pourraient s'être enfuis une fois de plus. Ou alors, je pouvais gérer la situation moi-même. Alors que je réfléchissais à mes options, j'ai observé un mouvement sur le yacht. Brandon est apparu sur le pont, jetant un coup d'œil nerveux autour de lui avant de grimper sur le quai. Il s'est dirigé rapidement vers la maison, mais au lieu d'entrer, il a bifurqué vers la plage. Il courait.
Je suis sorti de ma voiture et l'ai intercepté avant qu'il n'ait parcouru 50 mètres. Brandon. Il se retourna, le visage marqué par la terreur. En me reconnaissant, la terreur se transforma en quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Putain de merde. Il haleta. Rick, comment tu? Laisse tomber. Tu dois m'aider. T'aider? J'ai répondu, incrédule. Vous avez volé l'argent de ma fille et brisé son cœur. Pourquoi diable t'offrirais-je mon aide? Parce que Craig a complètement perdu la tête, rétorqua Brandon. Il envisage de me liquider, en faisant passer ça pour un accident. Il prétend que je suis un poids maintenant que la police est impliquée. Et tu crois ce qu'il dit, ai-je demandé. J'ai vu ce qu'il a fait à son précédent complice, répondit-il, la voix empreinte de crainte. Cette déclaration m'a arrêté net. Que veux-tu dire exactement? Le véritable Craig DeWitt, l'individu dont il a usurpé l'identité. Ce n'était pas un simple accident de voiture. Craig l'a éliminé, inventant une mort accidentelle. Il m'a révélé les détails un soir dans un état d'ébriété, comme si c'était drôle. J'ai senti mon sang se figer en glace. Si Craig était prêt à éliminer pour protéger son identité, il n'hésiterait pas à éliminer quiconque menacerait sa liberté, Julia y compris. Où est l'argent, ai-je exigé. Comptes offshore, avoua-t-il. Craig détient tous les codes d'accès. Je suis incapable d'y toucher sans lui. Alors nous devons obtenir ces codes, ai-je déclaré, ma détermination se renforçant. Brandon émit un rire sans joie, dénué de tout amusement réel. Tu as l'intention d'affronter Craig. Il possède des armes, des systèmes de sécurité sophistiqués et un bateau capable de distancer tout ce que la garde côtière déploie. De plus, il est complètement dérangé. J'ai déjà affronté la folie auparavant, ai-je rétorqué, impassible. Pas de cette ampleur. Cet individu est un boucher insensible, Rick. Il est déjà en train d'échafauder son prochain coup, faisant allusion à une veuve résidant à Miami avec un fonds fiduciaire évalué à 20 millions. Une autre victime innocente, une autre famille décimée. La fureur qui s'était accumulée dans ma poitrine depuis le début de cette affaire a finalement atteint son point d'ébullition. Voici comment les choses vont se dérouler, ai-je déclaré à Brandon, la voix ferme. Tu vas m'aider à acquérir ces codes d'accès. En échange, je vais essayer de faire en sorte que tu survives assez longtemps pour témoigner contre Craig et peut-être éviter une accusation d'homicide. Et si je refuse, a-t-il demandé, les yeux remplis de crainte. Alors je t'abandonnerai ici sur la plage pour que Craig te découvre. Le choix t'appartient. Brandon m'a longuement fixé, avant de finalement acquiescer d'un hochement de tête. Que me demandes-tu de faire? Dévoiler chaque détail concernant la maison. La sécurité, les armes, les habitudes de Craig. Absolument tout. Pendant l'heure qui a suivi, Brandon a méticuleusement exposé les complexités des opérations de Craig. La résidence était dotée d'un système d'alarme sophistiqué, mais Brandon en connaissait les codes. Craig gardait une arme dans sa chambre et une autre dans son bureau, mais il était arrogant et imprudent. Le plus important, c'était qu'il conservait toutes les informations financières sur un ordinateur portable dans son coffre-fort du bureau. La combinaison du coffre-fort, ai-je demandé, mon impatience grandissant. L'anniversaire de Julia. L'ironie était si poignante que je pouvais presque la goûter. Craig avait utilisé l'anniversaire de ma fille comme combinaison du coffre-fort où il cachait les preuves du vol de son argent. Un détail supplémentaire, a révélé Brandon. Craig attend une visite ce soir. Un associé de Miami. S'ils se réunissent au sujet de la veuve, cela pourrait être votre seule occasion de les appréhender tous les deux. À quelle heure? Minuit. J'ai consulté ma montre. Il était presque 11 heures. Alors nous ferions mieux de nous mettre en mouvement. La résidence était enveloppée dans l'obscurité, à l'exception des lumières émanant du bureau de Craig, qui surplombait l'océan. À travers les vastes baies vitrées, je pouvais le distinguer faisant les 100 pas, engagé dans une conversation téléphonique. Il semblait agité, gesticulant violemment envers une personne invisible. Brandon et moi nous étions approchés par la plage, contournant les caméras de sécurité qui couvraient la façade de la propriété. Le système d'alarme était complexe, mais pas impénétrable. Les codes d'accès de Brandon restaient fonctionnels, ce qui suggérait que Craig était soit extrêmement confiant, soit remarquablement négligent, probablement les deux. Il est à l'intérieur, a murmuré Brandon, en désignant le bureau. Le coffre-fort est caché derrière le tableau représentant le voilier. Où sont les armes?
Bureau, tiroir du haut. Table de chevet de la chambre. Il pourrait y en avoir d'autres. J'ai revérifié ma montre. 23h45. Son visiteur devrait arriver sous peu. Dès son arrivée, j'ai besoin que tu crées une diversion. Quelque chose qui les éloignera tous les deux du bureau. Quel genre de diversion, a-t-il demandé, le front plissé. Cela m'est indifférent. Mets le feu à quelque chose si c'est nécessaire. Accorde-moi simplement 5 minutes seul avec ce coffre-fort. Brandon a acquiescé d'un signe de tête, bien qu'il ait l'air sur le point de vomir. Rick, si cette entreprise tourne mal. Cela n'arrivera pas. Mais si jamais cela arrive, assure-toi que Julia sache que j'ai essayé. À minuit pile, une berline noire a glissé dans l'allée. Une femme en est descendue. Grande, élégante, paraissant avoir 50 ans, possédant la richesse discrète qui émane de générations d'aisance. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée avec un air d'autorité. Craig l'a accueillie à l'entrée, rayonnant de sourire et de charme. Je n'ai pas pu saisir leur conversation, mais leur langage corporel suggérait un engagement professionnel, plutôt qu'une visite sociale. Ils sont entrés dans le salon, situé sur le côté opposé de la maison par rapport au bureau. Parfait. Maintenant, ai-je murmuré à Brandon. Il a disparu dans la maison tandis que je restais près des fenêtres du bureau. Quelques instants plus tard, j'ai entendu un détecteur de fumée se déclencher, suivi de voix fortes. Craig et sa visiteuse sont apparus dans le couloir, se dirigeant rapidement vers ce que j'ai supposé être la cuisine. Je me suis faufilé par la porte du bureau, déverrouillé, et me suis dirigé directement vers le tableau. Caché derrière, se trouvait un coffre-fort mural, exactement comme Brandon l'avait décrit. J'ai entré l'anniversaire de Julia en mois, jour, année et le coffre-fort a émis un déclic, se déverrouillant. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable, plusieurs clés USB et une pile de documents. J'ai tout saisi, le rangeant dans un sac à dos que j'avais apporté à cet effet. J'étais sur le point de terminer lorsque j'ai entendu des pas dans le couloir. Craig est apparu dans l'embrasure de la porte, et pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Ensuite, son visage s'est tordu d'une rage pure. « Fils de pute », a-t-il craché. Il s'est jeté sur le tiroir du bureau, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai plaqué avant qu'il ne puisse saisir l'arme, et nous sommes tombés au sol avec une force considérable, heurtant une table basse en verre qui s'est brisée en d'innombrables fragments. Craig possédait une taille et une force plus importantes que je ne l'avais imaginé. Il s'est battu avec la férocité d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, lançant des coups de poing sauvages et essayant de me crever les yeux. Cependant, j'avais participé à plus de bagarres que lui, et je possédais le savoir-faire pour les conclure rapidement. Je l'ai immobilisé avec une clé d'étranglement et j'ai serré jusqu'à ce qu'il devienne mou. Il n'était pas mort, je pouvais sentir son pouls, mais il resterait inconscient pendant un certain temps. J'étais en train de lui attacher les mains derrière le dos avec des serre-câbles lorsque la femme est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle jeta un coup d'œil rapide à la scène et fouilla dans son sac à main, en sortant un petit pistolet automatique. « Éloignez-vous de lui » ordonna-t-elle calmement. « Madame, vous ne désirez pas vous impliquer dans cette affaire » l'avertis-je. « Je suis déjà impliqué. Charles me doit une somme considérable. » Charles ? L'alias de Craig. Permettez-moi de deviner. Vous êtes la veuve de Miami. Son sourire était aussi glacial que l'hiver. Veuve, indéniablement. Victime, non. Charles et moi sommes partenaires depuis 3 ans. C'était censé être notre coup le plus lucratif à ce jour. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Craig n'était pas simplement un escroc, il faisait partie d'une entreprise plus vaste, un réseau de criminels spécialisés dans le ciblage des personnes vulnérables et fortunées. « Combien de personnes avez-vous éliminées » demandai-je, ma voix empreinte de mépris. « Moins que vous ne l'imaginez. Plus que vous ne l'espériez. » Elle fit un geste avec l'arme. « Maintenant, éloignez-vous de mon partenaire. »« Je ne crois pas, rétorquai-je, impassible. »« Je vais vous tirer dessus, menaça-t-elle. »« Probablement. Cependant, vous serez obligé de justifier un cadavre auprès des autorités locales, et cela compliquera votre stratégie de sortie. » Elle y réfléchit un instant. « Vous soulevez un point valable. Mais je peux vous blesser assez gravement pour vous empêcher d'intervenir. Vous pouvez essayer. » C'est à ce moment précis que Brandon surgit derrière elle, brandissant un extincteur. Il l'abattit sur sa tête avec un bruit sourd et humide, et elle s'effondra comme une marionnette dont les fils étaient coupés.
Nom de Dieu, Alta-t-il, fixant son corps inconscient. Est-ce qu'elle est morte? Je pris son pouls. Non. Mais elle aura un sacré mal de tête. Je lui attachai les mains et les pieds avec des serre-câbles, puis reportai mon attention sur Craig, qui commençait à s'agiter. Ses yeux s'ouvrirent et, en me voyant, il sourit. Rick Dame Lawson, prononça-t-il. J'aurais dû vous éliminer à Seattle. En effet, vous auriez dû. Mais vous avez succombé à l'avidité. L'avidité. Il ricana. Vous croyez que c'est une question d'avidité? Il s'agit de domination, de s'emparer de ce que je veux à des gens qui ne le méritent pas. Des gens comme Julia. Son sourire s'élargit. La douce petite Julia. Si confiante. Si naïve. Saviez-vous qu'elle croyait sincèrement que Brandon l'aimait? Jusqu'à la toute fin. Elle gardait la foi dans le grand amour et les fins heureuses. Je sentis mes mains se serrer en poing. Vous avez détruit sa vie pour un gain financier. J'ai détruit sa vie parce que j'en avais la capacité. Parce que des gens comme elle, des gens comme vous, croient que le monde leur doit quelque chose. Eh bien, devinez quoi? Le monde ne vous doit absolument rien. Vous avez raison, concédai-je. Il ne me doit rien. Puis je le frappai au visage de toutes mes forces. Sa tête bascula en arrière, du sang jaillissant de son nez fracturé. Il cracha une dent et me fixa avec une animosité pure et simple. Ça va mieux, demanda-t-il, sa voix pâteuse. Ça progresse. J'ouvris l'ordinateur portable et commençai à parcourir les fichiers. Ce que je découvris était plus effroyable que je ne l'avais imaginé. Des douzaines de victimes. Des millions de dollars détournés. Des vies détruites dans 3 pays. Craig et sa complice orchestraient leur opération depuis des années, restant invariablement une longueur d'avance sur la loi. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient conservé des traces de tout. Assurance, articula Craig lorsqu'il comprit ce que j'examinais. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un levier. Contre qui? Les partenaires. Les clients. Les forces de l'ordre. Vous seriez étonné du nombre de personnes qui peuvent être soudoyées si on connaît leurs secrets. Je localisai un fichier intitulé Seattle et l'ouvris. Il contenait des photographies, des relevés financiers et des plans méticuleux de l'escroquerie qu'ils avaient montés contre Julia. Mais il y avait un élément supplémentaire. Des photographies de surveillance de moi, de Chloé, et même de Mike Duval. Vous nous surveillez tous, bien sûr, dis-je, ma voix teintée de dégoût. Connaître ses ennemis, anticiper leurs manœuvres. Vous avez rendu ça facile, pourtant. Si prévisible. Si indigné avec tant de justesse. Je savais précisément comment vous réagiriez à chaque action que nous entreprendrions. Sauf celle-ci. Son sourire disparut. Cela ne change rien. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai volé cet argent. Il est tout déposé sur des comptes offshore sous de faux noms. Au moment où vos associés du FBI auront épluché la paperasse, je serai loin. Je ne crois pas. Je sortis mon téléphone portable et composai le numéro de Mike Duval. Il était tôt le matin à Seattle, mais il répondit à la 2e sonnerie. Rick, où diable êtes-vous? Grand Cayman. Et j'ai quelques cadeaux pour vous. Je consacrai les 20 minutes suivantes à expliquer la situation pendant que Craig et sa complice, ligotés sur le sol, me fixaient avec une rage impuissante. Mike s'engagea à contacter le Bureau fédéral d'investigation et la police des îles Caïmans, promettant en outre de coordonner le retour de Julia sur l'île afin qu'elle puisse identifier les auteurs et récupérer les fonds détournés. À peine avais-je terminé l'appel que je remarquai que Craig souriait encore. « Tu crois avoir triomphé, déclara-t-il. Mais ce n'est que le début. J'ai des relations, Rick, continua-t-il. Des individus qui désapprouvent la disparition inexpliquée de leurs associés. Ils pourraient être tentés de te rendre visite pendant ton incarcération. Prison? Il éclata de rire. Crois-tu vraiment que ce sera si simple? Je détiens suffisamment de preuves compromettantes sur assez de personnes influentes pour me sortir de ce pétrin. Je serai probablement de nouveau opérationnel d'ici 1 an. Peut-être, concédai-je. Cependant, tu ne feras plus jamais de mal à ma famille. Ta famille? Son rire prit alors une qualité malveillante, débordant de rancœur. Rick, ta famille est déjà irrémédiablement brisée. Julia ne pourra plus jamais faire confiance à qui que ce soit après les agissements de Brandon. La réputation de Melissa est complètement ternie.
Personne dans les cercles sociaux de l'élite de Seattle ne voudra lui adresser la parole. Et toi, tu restes le même ancien agent des forces de l'ordre inefficace que tu étais au début de cette affaire. Il essayait de me provoquer, de me pousser à agir de manière impulsive, mais j'avais déjà subi des railleries similaires de la part d'adversaires plus redoutables. Tu as raison, répondis-je. Je reste le même homme qu'au début. Et c'est, insistai-je, précisément pour cette raison que tu as été vaincu. Les autorités arrivèrent environ 1 heure plus tard, des policiers locaux, des agents du Bureau fédéral d'investigation et ce qui semblait être la moitié de l'unité des crimes financiers des îles Caïmans. Craig et son complice furent placés en détention, de même que l'ordinateur portable et les documents que j'avais récupérés dans le coffre-fort. Brandon fut également arrêté, bien que je soupçonnais qu'il recevrait une peine plus clémente en échange de sa coopération. Il avait pris de mauvaises décisions, mais il n'avait pas la cruauté intrinsèque de Craig. Concernant les fonds détournés, l'agent superviseur du Bureau fédéral d'investigation m'informa que démêler l'enchevêtrement complexe de comptes offshore et de sociétés écrans serait un processus long, mais elle se montra optimiste quant à la récupération de la majeure partie de la fiducie de Julia. « Qu'en est-il des autres victimes ?» demandai-je. « Nous ferons de notre mieux » répondit-elle. Cependant, une partie de cet argent a disparu depuis de nombreuses années. Il pourrait s'avérer impossible de le retrouver. Je comprenais que la justice était rarement absolue, et que les victimes n'étaient pas toujours intégralement indemnisées. Cependant, au moins, Craig et son complice seraient empêchés de nuire à qui que ce soit d'autre. 3 jours plus tard, Julia se rendit à Grand Cayman pour fournir sa déposition officielle et identifier formellement les auteurs. Elle semblait aller mieux que ces dernières semaines, toujours blessée, toujours en colère, mais plus émotionnellement brisée. « Je ne comprends pas comment j'ai pu y succomber » se lamenta-t-elle tandis que nous nous promenions le long de 7 Mile Beach, tous et moi à croire que Brandon était vraiment amoureux de moi, à imaginer notre avenir ensemble. Comment ai-je pu être aussi naïve? Tu n'étais pas naïve, rétorquai-je. Tu étais confiante. Il y a une différence. Y en a-t-il une? Demanda-t-elle. Parce que à ce stade, la distinction me paraît imperceptible. J'interrompis notre marche et me tournai vers elle. Julia, écoute-moi attentivement. Ce qui s'est passé n'est imputable à aucune faute de ta part. Craig et Brandon sont des criminels chevronnés qui se livrent à ce type d'activité depuis des années. Ils sont experts dans la manipulation des individus, dans l'identification de leur vulnérabilité et leur exploitation. Mais j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs. Quels signes avant-coureurs? Demandai-je. Que ton fiancé était charmant et avait du succès? Qu'il semblait être amoureux de toi? Ce ne sont pas des signes avant-coureurs, ma chérie. Ce sont les qualités que l'on devrait attendre de quelqu'un qui souhaite t'épouser. Elle resta silencieuse un moment, observant les vagues s'écraser sur le rivage. Je ne suis pas certaine d'être un jour capable de faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Tu le seras, l'assurai-je. Cela prendra du temps, mais tu le seras. Et quand ce sera le cas, tu en ressortiras plus forte et plus perspicace grâce à cette épreuve. Comment peux-tu en être si certain? Parce que tu es ma fille. Et les Lawson ne restent pas vaincus. Elle sourit pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé. C'est notre devise familiale? C'est notre devise maintenant. Nous sommes retournés à Seattle ensemble le lendemain. Melissa nous attendait à l'aéroport, paraissant plus âgée et plus frêle que je ne l'avais jamais vue. Le scandale l'avait profondément affectée. Son cercle social l'avait ostracisée, sa réputation était ruinée et elle risquait des accusations criminelles pour complicité dans les crimes de Craig. Julia, murmura-t-elle, tendant la main vers notre fille, les larmes aux yeux. Je suis profondément désolée. Je n'avais aucune idée des véritables activités de Craig. Julia serra sa mère dans ses bras, mais j'ai perçu une distance palpable dans son regard. Reconstruire leur relation prendrait du temps, si tant est que ce soit possible. Que se passe-t-il maintenant? Melissa me posa la question directement. Maintenant, tu te trouves un avocat compétent et tu espères que le FBI croira que tu as été autant victime que n'importe qui d'autre. Et nous, notre famille? Je jetai un coup d'œil à Julia, qui m'observait avec des yeux interrogateurs. Nous ne sommes plus une famille, Melissa. Cela fait longtemps que ce n'est plus le cas. Cependant, Julia est ma fille et je serai toujours là pour elle. Melissa acquiesça, comprenant. Je le sais. Et je t'en suis reconnaissante. 6 mois plus tard, Craig fut condamné à 25 ans dans un établissement correctionnel fédéral. Son complice reçut une peine de 15 ans.
Brandon fut condamné à 5 ans et accepta de témoigner contre Craig en échange de la réduction de sa peine. Grâce à l'accord de plaidoyer, Julia récupéra la majorité des fonds détournés, bien que les frais juridiques en aient absorbé une part importante. Elle utilisa le reste de l'argent pour reprendre ses études, en poursuivant une maîtrise en travail social. Elle déclara qu'elle souhaitait aider d'autres personnes victimes de criminels comme Craig. Quant à moi, je suis retourné à mon modeste bureau situé au-dessus du restaurant chinois, acceptant les affaires qui se présentaient et m'efforçant d'avoir un impact positif, un client à la fois. L'expérience avec Craig m'avait rappelé les raisons pour lesquelles j'étais initialement devenu agent des forces de l'ordre, non pas pour la reconnaissance ou l'excitation, mais parce que quelqu'un devait faire barrage entre les prédateurs et leurs victimes. Et parfois, si l'on était exceptionnellement chanceux et résolu, on pouvait s'assurer que les prédateurs soient vaincus. Julia est venue me rendre visite à mon bureau un après-midi, apportant du café et me donnant des nouvelles de ses progrès universitaires. Elle semblait bien, en bonne santé, confiante et prête à affronter le monde à nouveau. Des regrets, demanda-t-elle alors que nous étions assis dans mon bureau exigu, observant la circulation de Seattle qui avançait lentement à l'extérieur. À propos de quoi? À propos d'avoir poursuivi Craig. À propos d'avoir tout risqué pour récupérer mon argent? J'ai réfléchi un instant à la question. Aucun regret. Tu es ma fille, Julia. Je recommencerai sans hésitation. Elle sourit. Bien. Parce que je n'attendrai rien de moins de mon père. Alors qu'elle partait, je réalisai que Craig s'était trompé sur un point. Ma famille n'était pas détruite. Elle était différente maintenant. Plus petite, peut-être, mais plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Et cela valait plus que toute la richesse des îles Caïmans.